Bonjour ou bonsoir fidèles internautes, très ravi de vous savoir une fois de plus nombreux au rendez-vous de votre émission Droit de savoir. Alors qu'il s'apprêtait à amorcer son 6e mandat à la tête de la République du Tchad avec un score stalinien de 79,32% des suffrages exprimés, l'homme qui a dirigé le Tchad depuis la rébellion armée de 1990, le maréchal Idriss Déby, est annoncé mort le même jour de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel. Décédé de suite des blessures reçues au front dans un corps à corps avec les éléments du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, le FACT, qui, comme vous le savez, a lancé une grande offensive militaire contre le régime d'Idriss Déby le 11 avril dernier. À sa mort, un conseil militaire de la transition est mis en place dirigé par son fils, Mahamat Idriss Déby, mais un conseil rejeté catégoriquement par le FACT qui promet d'ailleurs marcher sur N'Djamena. Le Tchad n'est pas une monarchie, il ne doit y avoir une dévolution du père en fils, a déclaré le porte-parole du FACT. Voilà pour l'essentiel de ce qui caractérise la situation politique et sécuritaire au Tchad. Nous en parlons aujourd'hui avec le professeur Félix Bankunda Mpele, enseignant-chercheur, juriste, politologue, consultant, constitutionnaliste. Bonjour, Monsieur Bankunda Mpele. Bonjour, Monsieur Perrin. Vous suivez depuis là la situation au Tchad. Je viens de rappeler quelques éléments. Est-ce qu'on a forcément besoin des régimes totalitaires en Afrique ou des soldats pour, évidemment, garantir la stabilité comme le disent les Occidentaux? Monsieur Perrin, c'est une situation grave que celle qui est en train de se passer au Tchad. Au-delà, effectivement, disons, de l'insécurité, de la stabilité, ou enfin de l'instabilité, ou de la mise en danger, effectivement, disons, de la quiétude des citoyens, il se pose des problèmes très importants. Pour une raison simple. Nous sommes en Afrique centrale et on sait d'avance que quand on veut caractériser l'Afrique centrale, au niveau de l'ensemble de notre continent, celle-ci apparaît un peu comme étant, disons, le nid des dictateurs, le terreau de l'autocratie. Et donc, au-delà, je disais, de ce qui peut inquiéter tout le monde de façon relativement, disons, indifférente, sans parti pris, ce qui vient de se passer ou ce qui se dessinait déjà depuis quelques jours avec déjà le communiqué de l'Élysée qui prenait donc acte, disons, de ce qui était en train de se faire effectivement, disons, au Tchad, est très grave. Et cela à plusieurs égards. Si vous regardez effectivement notre continent, si vous regardez effectivement, disons, les réactions, disons, des dirigeants en place, on a l'impression que chaque fois on est à la recherche d'un prétexte, quel qu'il soit, pour valider effectivement les autocraties. Et quand vous regardez l'Afrique centrale, aujourd'hui, effectivement, on est dans le cas du Tchad, mais vous essayez de faire un tour aux alentours, disons au niveau des pays voisins. Qu'est-ce que l'on constate a priori? Vous voyez à peu près ce qui se dessine au Congo-Brazzaville, qui est dans les rumeurs, mais pas que dans les rumeurs, nous le savons tous. Vous voyez ce qui s'est passé au Tchad, au Gabon. Vous voyez, disons, dans la grande RDC, c'est des signes qui ne trompent pas. Et donc, la première des choses, effectivement, quand on suit le discours, disons, du président Tshisekedi et ensuite le déplacement du président Macron qui est au-delà du communiqué qu'il avait sorti, que l'Élysée avait sorti, et qui va le répéter, ça pose problème. Ça pose problème. Pendant que vous parlez de la démocratie et de l'état du droit, c'est quoi la différence? Quand on parle de l'état du droit, c'est quoi? On dit l'essentiel, c'est pas la démocratie, mais le respect des textes. Alors que la démocratie a un côté universel. On peut donc dire, bon, écoutez, par exemple, en Russie, en Chine, il y a des textes, il y a la Constitution. La Constitution dit ceci, peu importe, par exemple, qu'il y ait multipartisme ou pas. Donc, la différence entre les deux, c'est que la démocratie repose sur des principes, tandis que l'état de droit repose uniquement sur des textes. Par voie de conséquence, si par exemple, le Congo dit, par exemple, nous étions au sein du parti unique, et le parti unique ne retenait pas, par exemple, le multipartisme. Ça veut dire que à partir du moment où le texte de la loi fondamentale dit que non, c'est le principe du monopartisme, il faut uniquement se conformer au texte. Peu importe que ces textes prévoient ou non, par exemple, le principe de la séparation des pouvoirs, peu importe que ces textes prévoient ou non, disons, le multipartisme. Voilà la différence. Et donc, ce que l'on a constaté déjà, c'est que dès le moment où Mitterrand, disons, les socialistes ont perdu effectivement la majorité,
la droite, donc, à ce moment-là, c'était effectivement, disons, le RPR arrive donc avec M. Balladur, donc avec le nouveau gouvernement. Tout de suite, il y avait inflexion. Mais disons tout de suite, quand on parle, disons, du sommet Labolle, il faut s'accorder. Parce que les premières inflexions ont été portées dans les actes par le pouvoir socialiste lui-même. Parce qu'il faut se le dire, M. Perrin, qu'en réalité, quand Mitterrand décide effectivement, disons, d'aller à la démocratie, il a son idée. C'était beaucoup plus pour s'adapter au nouveau contexte qui n'était plus celui, disons, de la guerre Est-Ouest. Donc, c'est une adaptation. C'est-à-dire de la même façon que le général de Gaulle, donc, se rendant compte qu'effectivement, la France subissait des pressions, effectivement, disons, du pouvoir américain, qui disait que, ben oui, la France n'a plus intérêt, effectivement, c'est dans les 14 points, disons, de Whitson, hein, pour remonter un peu à l'histoire, qui disait que vous avez vécu, donc, l'oppression, disons, l'occupation, disons, allemande, vous ne devez pas vous-même continuer à maintenir, disons, cela dans les anciennes colonies, donc vous avez l'obligation de libérer les colonies. Donc, le général de Gaulle, à sa façon, adaptait effectivement la colonisation au nouveau contexte qui était donc celui des libertés issues effectivement de 45, c'est-à-dire donc de la libération de la France elle-même. C'est à peu près dans le même esprit que le président Mitterrand, disons, essaie donc d'adapter les relations entre elle, c'est-à-dire la France et ses colonies, au nouveau contexte qui était celui de la fin, effectivement, du bipolarisme, c'est-à-dire dans Est-Ouest. Mais c'était pas, quand on se rend compte effectivement de l'attitude qui était du président François Mitterrand par rapport au Congo. On arrive effectivement à la démocratie au Congo, bon, la démocratie qui était naissante. Mais, disons, la multinationale, elle, ne fait pas le jeu. Nous savons que le président Mitterrand est encore au pouvoir. Et donc, ça montre que le but visé principalement par le président Mitterrand était d'adapter les relations entre la France et les colonies au nouveau contexte, et non dans un but véritablement, je vais dire, disons, conséquent, disons, la démocratie en Afrique. Donc, selon les régimes politiques, effectivement, il y a eu évolution de cette conception de la démocratie à la française, je dis bien. Alors donc, si j'ai bien compris, la France n'a jamais coupé finalement son cordon ombilical avec ses colonies. Revenons sur, puisque c'est de cela qu'il s'agit pour notre édition aujourd'hui, ce que les Occidentaux appellent par stabilité. Pour mieux comprendre la suite, c'est quoi cette stabilité qu'il faut assurer en imposant des régimes totalitaires, sinon des soldats? On doit le constater tout de suite, et ça ne souffre pas d'équivoque. On a l'impression qu'il y a une hiérarchisation, effectivement, disons, des valeurs. La stabilité, nous l'avons abordé, disons, il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça veut dire la stabilité quand, effectivement, les populations à l'intérieur sont, effectivement, soumises, disons, à une dictature de fer, comme on l'a vu, par exemple, dans le cas du Tchad, mais également, pratiquement, disons, dans les pays voisins, que ce soit le Congo-Brazzaville, que ce soit la RDC, que ce soit le Tchad évidemment, mais la Centrafrique également. On peut généraliser pour l'ensemble de la sous-région, peut-être même un peu au-delà. Même si, dans ce modèle, dans le genre, l'Afrique centrale semble effectivement, disons, être, on le dit, le ventre mou, mais je vais dire champion, effectivement, disons, dans cette autocratie. Mais ça veut dire qu'il y a une hiérarchisation, que le reste ne compte pas. Or, quand on essaie de gratter, on se rend compte que cette forme de hiérarchisation, c'est ce qu'on a retrouvé 30 ans avant, disons, au lendemain des indépendances. C'est-à-dire qu'au nom, effectivement, de ce qu'on appelait le développement et l'unité nationale, on faisait table rase de tout le reste. Le but, c'est uniquement d'assurer le développement et l'unité nationale, et le reste ne comptait pas. Donc, chaque fois, en quelque sorte, on divinise un concept, en l'occurrence, donc, la stabilité, c'est au détriment du reste. C'est-à-dire que c'est au détriment, globalement, des droits et libertés des citoyens. Donc, c'est cette forme de primat de la stabilité, c'est une forme de totalitarisme qui ne cache pas son nom. C'est une escroquerie. Dès le moment où on privilégie un concept, ça s'appelle le totalitarisme, quel que soit. Ça peut être le totalitarisme idéologique, ça peut être le totalitarisme, disons, religieux. En l'occurrence, la stabilité telle qu'elle est retenue, telle qu'on emploie et le voit effectivement, disons, consacrée par le président Macron,
c'est effectivement une façon de banaliser le reste. Donc, c'est un totalitarisme qui ne dit pas son nom. Oui, mais ce totalitarisme, quelqu'un me disait que, bon, lui comprenait par stabilité la protection des intérêts occidentaux, en particulier français. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais tout à fait. Mais quand on disait également, remarquons, vous prenez effectivement, disons, le contexte de l'indépendance. Au début, donc, disons, dans les premières années, donc post-indépendance, les pays africains adoptent, à l'image de la puissance coloniale, le multipartisme. Et très rapidement, c'est-à-dire 2-3 ans, maximum 3 ans, tous ces pays baignent dans le monopartisme, avec la bénédiction de l'ancienne puissance coloniale. La France n'a pas dit non, nous sommes opposés au mono. C'est, je dirais, principalement que c'est, disons, avec, disons, gaieté de cœur que les autorités françaises, le général de Gaulle, encore à ce moment-là, a accepté ce principe-là. Pourquoi? Mais parce que le multipartisme en Afrique ne pouvait pas, disons, s'accorder avec l'opacité qui devait effectivement constituer les relations entre les anciennes colonies et la France. Parce que, disons, la démocratie n'aurait pas permis, par exemple, que le président de la République, comme cela se passe dans nos pays, soit le guichet unique de la France. Et donc, au bout d'un certain temps, eh bien, la France, je ne dirais pas s'est adaptée, mais en quelque sorte a consolidé ça. Notre histoire est très parlante. La France a consolidé le monopartisme parce que ça a arrangé ses affaires. Donc aujourd'hui, quand on essaie de voir effectivement ce qui est en train de naître en Afrique, de cette forme de dynastie qui est en train de s'installer, on se rend compte que ça ne dérange pas la France. Donc, mais il faut le trouver parce que elle ne va pas de façon tout à fait ouverte, effectivement, disons, consacrer la dynastie, mais il faut trouver un principe, disons, un prétexte qui permette effectivement d'arranger cela. Ce qui permet de l'arranger, en l'occurrence, c'est la stabilité. Et ce n'est pas nouveau. Peut-être que le contexte a bien fait que aujourd'hui, ça semble effectivement mis en exergue. Mais quand vous regardez le cas, disons, de toutes les dictatures, disons, en Afrique, et le cas du Congo-Brazzaville notamment, regardons, disons, dans le cas, disons, de la RDC, ce qui s'est passé en 2001 à la mort, disons, du président Kabila. C'est au nom de la stabilité qu'on a installé, effectivement, disons, Kabila fils. Et donc, ce nouveau principe, quand je dis que c'est un principe totalitaire, mais c'est parce que ça arrange effectivement les intérêts de l'ancienne puissance coloniale. Si je devais être, disons, moins diplomate, je dirais très sincèrement entre nous que c'est une escroquerie qui ne dit pas son nom. Alors, un des garants donc de cette stabilité, entre guillemets, le maréchal Idriss Déby vient donc de succomber de ses blessures reçues au front, nous l'avons dit tout à l'heure, au cours d'un corps à corps avec le FAC qui a lancé, je l'ai dit d'ailleurs d'entrée de jeu, une offensive militaire contre le régime d'Idriss Déby. Que s'est-il exactement passé pour que Déby tombe, je dirais, entre guillemets, dans ce piège, lui qui était toujours protégé par l'armée et les renseignements français? Est-ce qu'on peut penser que cette fois-ci, cela a échappé à la France? Monsieur Perrin, nous avons la thèse officielle. La thèse officielle, donc, où l'on dit qu'effectivement, il est allé au front et que, effectivement, c'était dans ses habitudes, qu'il était beaucoup plus guerrier que chef de l'État. Bon, nous avons effectivement, nous tous, suivi ce qu'ont dit la plupart des journalistes qui ont approché le président Déby. Mais on ne peut pas ne pas se poser les questions. Mais ces questions qui viennent tout de suite à l'esprit, un maréchal qui doit orienter, disons, ses soldats, qui va lui-même au fond, et ensuite qui tombe, sauf si jusque-là, effectivement, on attend, c'est-à-dire qu'officiellement, on se concentre d'abord, disons, sur cela pour aborder d'autres questions. Mais qui tombe et on imagine que il doit y avoir beaucoup de généraux autour de lui pour l'accompagner. Il a beau être effectivement guerrier, je ne suis pas sûr qu'ils se disent que je vais y aller tout seul. Donc, on attend quand même, je veux dire, disons, des informations complémentaires de telle sorte que l'on puisse valider ces thèses-là. Mais j'avoue, et nous sommes tous sur les réseaux sociaux, c'est les mêmes questions qui se posent. C'est ces conditions, disons, les conditions de sa mort restent quand même pour le moment quelque peu incongrues. Donc, sur ça, je pense que c'est une question qui reste quand même, je vais dire, disons, quelque peu, disons, incrédule à accepter. Voilà, on a du mal à accepter ça. Mais prenons la thèse officielle. Bon, qu'il soit mort dans ces conditions, on a également l'impression que c'est comme si, disons, tout était déjà préparé d'avance. Sauf s'ils nous disent que, ils avouent que non, il était mort un peu avant, par exemple, 24 heures avant, et qu'ils ont eu le temps, effectivement, de préparer. Voilà. Mais s'ils disent qu'il est mort, effectivement, le mardi, et que, disons, 2-3 heures après, ils ont déjà pondu, disons, une charte, le fameux conseil militaire de transition, en tant que Congolais, j'étais en train de penser,
très honnêtement que, écoutez, le Tchad, à sa façon, est en train de vivre son 18 mars 1977. Voilà. Il y a tellement, disons, des choses qui semblent être effectivement faites d'avance. Oui, vous dites le 18 mars 1977, pour les internautes qui nous suivent, ceux qui ne sont pas congolais, est-ce que on peut revenir en quelques secondes là-dessus? Le 18 mars 1977, effectivement, pour les Congolais, c'est le président Marien Ngouabi, effectivement, qui est tué au palais présidentiel. Et dans les heures qui suivent, il y a effectivement les institutions, on a rappelé les éléments qui effectivement nous font penser à la situation du Tchad. Mais tout de suite, effectivement, il y a un comité militaire du parti. Bon, au Tchad, on dit Conseil militaire de transition. Au Congo, c'était donc un comité militaire du parti, effectivement, CMP, qui est né par un acte fondamental, effectivement, du 5 avril 1977, qui suspend toutes les institutions, c'est-à-dire la Constitution, l'Assemblée nationale, le gouvernement, et bien voilà. Donc, on a l'impression que beaucoup de choses étaient déjà, disons, préparées et que, finalement, en quelque sorte, disons, pour les nouvelles autorités, c'était comme un plan qui était dessiné. Les situations ne se ressemblent pas toujours de façon absolue, mais on trouve des indices semblables qui donnent l'impression que c'est comme s'il y a une machine qui est déjà préparée d'avance. On ne peut pas ne pas se poser ces questions dans la situation actuelle du Tchad. Donc, quand je parle effectivement d'une forme du 18 mars 1977, c'est effectivement le fait que la mort du président, en quelque sorte, carbonise toutes les institutions. Professeur, s'il vous plaît, pendant que vous parlez d'une situation qui aurait probablement été préparée d'avance, je pense un peu aux deux accrochages qu'il y a eu entre la garde présidentielle d'Idriss Déby et les soldats français de la mission Barkhane autour du palais présidentiel d'Idriss Déby. Est-ce qu'on peut penser que, évidemment, comme vous le dites, c'est une situation qui a été préparée depuis fort longtemps? Sinon, qu'est-ce qui justifierait ces accrochages justement devant, sinon autour du palais présidentiel d'Idriss Déby? C'est-à-dire, ce que l'on peut dire, c'est quoi? Par exemple, sur la poussée ou la percée de la rébellion, ça ne sauve pas d'équivoque. Ça ne sauve pas d'équivoque que la rébellion, effectivement, a fait une percée, puisque c'est annoncé au moment où, par exemple, le président Idriss Déby est, disons, à Brazzaville. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a l'impression qu'on s'est saisi d'une situation pour régler une situation qui était attendue. Vous voyez? Donc, c'est ça, parce que généralement, effectivement, quand les gens préparent un coup d'État, ils cherchent tous des prétextes. C'est cela. Donc, la cohérence de tout ce qui est dit aujourd'hui officiellement reste vraiment à trouver. Et donc, à partir du moment où nous n'avons pas tous les éléments, ils ne nous disent pas exactement comment, parce que vous savez qu'une situation, c'est une de cause et effet. Il y a ceci, et quand vous commencez effectivement à suivre les éléments, vous trouvez la cohérence effectivement dans l'ensemble de l'événement et des éléments que vous sont donnés pour vous. Ça tient debout. Pour le moment, ça ne tient pas debout. Et donc, puisque nous avons des éléments qui sont indiscutables, c'est-à-dire la percée, disons, des rebelles. Mais qu'on n'arrive pas à bien établir, effectivement, le lien entre la mort, disons, du président Déby et la percée du FACT. Donc, on a l'impression qu'au niveau du pouvoir en place, plus globalement, on a voulu, en quelque sorte, se saisir, effectivement, disons, de cette percée des rebelles pour résoudre un conflit qui, en quelque sorte, disons, couvait à l'intérieur. Mais nous-mêmes, là, nous faisons une construction, il nous manque des éléments. Nous ne pouvons que poser des hypothèses, nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que les informations qui nous ont données à ce jour ne permettent pas de trouver la cohérence et la pertinence dans la façon dont on nous présente la mort du président Idriss Déby. Revenons sur le FACT. Qui sont-ils exactement? Nous apprenons qu'ils sont lourdement armés, du matériel russe, et qu'ils ont aussi eu à prêter main forte au général libyen Khalifa Haftar. Remarquons quand même que dans l'histoire, disons, politique du Tchad, il y a toujours eu, disons, des coalitions circonstancielles entre les différentes rébellions et la Libye. Mais constatons également que, disons, à sa façon, de manière inconsciente ou pas, en quelque sorte, disons, le maréchal Déby lui-même, disons, a coalisé, disons, les différentes oppositions qu'il a eues, donc en quelque sorte, disons, à sanctionner de manière, vous me permettez l'expression, féroce. Et donc, il peut arriver qu'à un certain moment, les différentes, nous le vivons dans les politiques, dans les différents pays, quand effectivement, disons, les gens sont proches, disons, d'un pouvoir établi, eh bien, ils rompent, disons, avec l'opposition. Une fois qu'ils se retrouvent dans l'opposition, alors qu'ils étaient autrefois eux-mêmes, disons, contre l'opposition, au moment où ils étaient au pouvoir, ils se coalisent parce qu'effectivement, leurs intérêts se rapprochent. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que beaucoup de ceux qui ont été effectivement, disons, écartés par le président Déby
se sont retrouvés et ont pensé que, d'ailleurs, l'appellation elle-même ne trompe pas front. Ce qui veut dire que c'est des gens qui, à un certain moment, se coalisent pour permettre effectivement une forme, disons, de table, disons, en quelque sorte, disons, de groupement unique, disons, pour trouver une solution à un problème. Donc, ce que l'on peut dire au regard de l'histoire, effectivement, disons, des relations guerrières entre la Libye et le Tchad, c'est que un certain nombre d'opposants se sont retrouvés et ont, en quelque sorte, disons, trouvé un compromis pour dire qu'il fallait effectivement qu'ils se retrouvent ensemble et se coalisent donc avec, parce que effectivement, le voisin qui est surarmé, effectivement, disons au Tchad, par rapport au Tchad, c'est la Libye. Hein, bon, même s'il y a eu un passé effectivement guerrier, disons d'opposition, disons conflictuelle avec le Soudan, mais l'ennemi ou le voisin traditionnel avec lequel effectivement le Tchad est toujours en guerre, c'est la Libye. Donc, je pense qu'ils ont fait une lecture, bon, on dirait effectivement militaire, comme pour se dire, la situation étant là, nous n'avons pas d'autre choix. D'ailleurs, c'est ce qui, je ne sais pas si vous suivez effectivement le jeune représentant, disons, du Tchad, qui est sur les différentes chaînes françaises que j'ai suivies à TV5 Monde et, disons, à France 24, il dit exactement ceci. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de recourir à ce moyen-là pour en finir avec le président Déby parce qu'il refuse effectivement de faire, disons, le débat, disons, se retrouver avec l'opposition pour l'intérêt du pays. Il n'a choisi que la manière forte, la voie militaire. Eh bien, nous avons donc été obligés, disons, de recourir à cette voie-là. Donc, je pense que on trouve dans ce choix-là, je vais dire, disons, des éléments que je viens d'énoncer là, c'est-à-dire donc les anciennes, l'ensemble des oppositions qui se réunissent, qui trouvent effectivement, disons, un seul compromis, c'est effectivement la guerre pour effectivement en finir avec Déby, et ils sont allés chercher là où l'histoire effectivement a toujours, l'histoire je vais dire des rébellions, disons tchadiennes a toujours trouvé effectivement disons ses issues, c'est-à-dire donc la Libye. Voilà. Oui, mais donc lorsqu'on fait la liaison entre ce que vous venez de dire, celui qui déclare qu'ils n'ont trouvé que cela comme moyen pour évidemment en arriver à bout de en fait décapiter le système, cela passe dans une chaîne française qui n'est pas les moindres. Et après, on voit le président Emmanuel Macron venir entériner le coup d'État. Quelles leçons, sinon, quel message ces éléments peuvent envoyer désormais en Afrique? En Afrique, mais restons d'abord dans le cadre, je vais passer à cette réponse, mais voyons d'abord dans le cadre, effectivement, disons, de la question strictement tchadienne. C'est vrai que quand on voit ce qui se passe en Libye, vous savez que, disons, la position française en Libye était beaucoup plus en faveur du maréchal Haftar. Tout à fait. Ça, nous le savons. Et on peut se poser la question de savoir, mais si, je veux dire, disons, le même chef de guerre libyen qui était donc le choix, disons, de la France, disons, en Libye, se retrouve effectivement avec, disons, l'opposition armée tchadienne, bon, ça laisse un peu, disons, je veux dire, perplexe. Ça laisse un peu perplexe. Donc, monsieur Haftar, bon, le maréchal, qui se retrouve donc avec l'opposition armée, disons, tchadienne. Bon, il y a une coïncidence là, bon, on ne va pas, je vais dire, tout de suite, effectivement, tirer des conclusions, mais c'est suspect, pour le moins. Parce que, d'une façon ou d'une autre, on peut dire que le militaire libyen, disons, qui se bat contre le pouvoir en place en Libye et qui se retrouve, disons, avec... Voilà. Ça, je pense que on ne peut pas trancher, mais c'est un indice quand même qu'on ne peut pas balayer effectivement facilement pour dire que c'est un hasard. Et quand on passe, disons, à la question, disons, des effets ou, disons, des liens que l'on peut tirer effectivement, disons, avec les pays voisins en Afrique centrale, je l'ai dit, c'est un très bon message parce que l'Afrique centrale, c'est le ventre mou de l'Afrique. L'Afrique centrale, c'est un terreau de la dictature permanente. L'Afrique centrale reproduit toujours à peu près les mêmes scénarios quand on voit les différents États qui sont là et notamment, on est dans une tendance de monarchisation, effectivement, disons, des régimes qui ne disent pas son nom. Nous avons abordé la question du Congo l'autre jour, je dirais qu'il y a là un empire qui ne dit pas son nom. Parce que pour la conservation du pouvoir, effectivement, disons, les dirigeants africains en place ne lésinent pas, disons, à vouloir, effectivement, disons, mettre leur rejeton, disons, la main à l'étrier. Et donc, de ce point de vue, c'est un très mauvais message parce que les différents dirigeants qui sont là, qui ne nous ont pas montré qu'ils étaient favorables à la démocratie, vont trouver cela comme un encouragement, comme une bénédiction,
qui permet de dire, bon, la France qui tient le discours, disons, démocratique, valide un coup d'État, on ne peut pas l'appeler autrement, soyons clairs. Voilà. Moi, je trouve que quand on fait les choses, même dans le contexte qu'ils invoquent aujourd'hui, c'est de la stabilité, il faut toujours savoir faire les choses avec un minimum, je dirais, disons, de tact. Là, il n'y a pas de tact. Il n'y a pas de raison que dans un pays, peut-être que les gens ne le disent pas clairement, on a dissous toutes les institutions, mais en même temps, on a donné tous les pouvoirs à un individu. Le jeune Idriss est législateur. Il est constituant. Constituant, c'est-à-dire que c'est lui qui établit sa constitution. Il devient également législateur, c'est-à-dire que le Parlement, c'est lui qui le représente. Oh non, un système qu'on appelle le système de confusion des pouvoirs. C'est la monarchie. Il ne dit pas son nom. Quand tous les pouvoirs, ce qui caractérise la monarchie, c'est cela. Quand tous les pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir juridictionnel et le pouvoir constituant, sont entre les mains, ça s'appelle effectivement la monarchie. Voilà. Et donc, c'est grave. C'est grave parce que nous savons que il n'y a pas meilleur moment, il n'y a pas meilleur moyen, effectivement, disons, disons, de tuer la démocratie que d'accepter ce précédent-là. Moi, j'ai suivi le ministre des Affaires étrangères. Hier, il était interviewé sur une chaîne française. On lui a posé la question de savoir si vraiment ce qu'il fallait. Il répond clairement que oui, c'est comme ça que nous allons effectivement, disons, le pousser, faire naître, disons, la démocratie. Franchement, M. Perrin se moquait des gens. Est-ce qu'ils avaient réussi à imposer la démocratie, disons, au président Déby? Est-ce qu'ils ont réussi à imposer la démocratie, disons, aux voisins du Tchad? C'est vraiment se moquer des gens. Et quand je parlais d'escroquerie, c'est vraiment à cela que je pensais quand j'ai entendu le ministre français des Affaires étrangères. Ils n'ont jamais réussi à imposer le respect des règles démocratiques, des règles électorales aux différents régimes de l'Afrique centrale. Donc, ils ne vont pas le dire que, ils vont l'imposer, disons, au général, disons, fils Idriss qui s'est installé. Donc, la ligne est en quelque sorte déjà tracée. La ligne est tracée et le reste, c'est uniquement les principes qui sont en train, je veux dire, des prétextes qui sont en train de chercher pour vouloir dire que, non, les conditions d'arrivée d'un régime au pouvoir déterminent les conditions de son fonctionnement et donc l'avenir. Autrement dit, l'itinéraire du prochain régime au Tchad est déjà tracé à partir du moment où on a accepté effectivement de mettre un terme aux institutions démocratiques qui étaient là. Ça ne souffre pas d'équivoque. Et quand on se réfère à tout ce qui s'est passé dans les différents autres pays, vous prenez le Congo-Brazzaville. Dès le moment où on a accepté que le général Sassou Nguesso qui arrive et qui dissout les institutions, ça nous a donné quoi? Dès qu'on a accepté que, disons, Kabila, fils, arrive dans ces conditions, ça nous a donné quoi? Ça nous a donné effectivement des régimes autocratiques. Donc, le régime... Il y a aussi port lui a signé, je crois. Voilà. Multiplier. Les conditions d'arrivée d'un régime au pouvoir déterminent la suite. On ne peut pas, je vais dire, disons, dissoudre toutes les institutions et dire que non, à partir, disons, d'un régime autocratique, on va construire la démocratie. C'est impossible. Voilà. Donc, en acceptant cela, on a accepté le suite, on a accepté la suite, et M. Le Drian le sait, et c'est vraiment se moquer, disons, des gens, que de penser que, on n'a pas des éléments qui nous permettent de faire l'historique et la comparaison dans des cas précédents, dans le même pays, c'est-à-dire donc effectivement, disons le Tchad, en 1990, comme dans les pays voisins. Donc c'est du déjà vu en quelque sorte. Alors, professeur, quels peuvent donc être les nouveaux enjeux géopolitiques et géostratégiques, d'abord dans le Sahel et en Afrique centrale, puisque apparemment ce sont là des régimes similaires. On a pratiquement la même manière d'accéder au pouvoir, mais aussi soutenu, sinon entériné par la France. Commençons par le Sahel et puis allons pour l'ensemble, effectivement, de la sous-région d'Afrique centrale. Monsieur Perrin, faut constater ceci. L'histoire politique du Tchad, c'est une histoire des rébellions perpétuelles. Parmi les répressions, vous voyez donc, disons, Idriss Déby lui-même est arrivé à la suite d'une rébellion. Avant lui, il y a eu Sénabré, le même système. Avant lui, il y a eu Ngoukouni, Ouédé, ainsi de suite, Félix Malou. Si vous regardez, c'est pratiquement, disons, le même système qui se perpétue. Bon, donc, du point de vue, disons, de la question, disons, souvent du Sahel, c'est-à-dire du Tchad et du Sahel, objectivement, je conviens avec les différents observateurs que c'est une situation grave. C'est une situation grave parce que même si le président, disons, Déby faisait effectivement de la mission qui était celle, effectivement, disons, de disposer de la plus grande arme de la sous-région pour effectivement lutter contre les mouvements terroristes, mais il en avait également fait un élément pour asseoir son pouvoir. À la limite, en quelque sorte, disons, il marchandait effectivement
ce pouvoir qui lui était accordé par la France avec Barkhane, disons, localement, avec une base militaire française, pour effectivement s'asseoir sur la démocratie. Bon, donc, s'il avait compris cela pour en faire effectivement un moyen pour asseoir son pouvoir, la réalité est qu'effectivement, le Tchad, effectivement, est dans une zone dangereuse. Donc, même au nom, disons, de la critique, disons, de l'autocratie, on ne peut pas négliger ce fait-là. Donc, la situation est, je reconnais, particulièrement risquée, grave pour le Sahel. Maintenant, quand on va, disons, dans le cadre, disons, d'Afrique centrale, des pays voisins, sur cela, je serai beaucoup plus critique. Je pense, disons, M. Perrin, qu'il n'y a pas meilleur moyen d'asseoir la démocratie, d'asseoir effectivement, disons, la stabilité que d'assurer la démocratie. Le danger ici, c'est que la France, ou disons certains dirigeants, sont en train de les opposer, c'est-à-dire la stabilité, point barre, le reste, on ne regarde pas. Moi, je pense, et nous connaissons tous la très fameuse, disons, assertion, disons, du président Obama, quand il dit que il faut effectivement, disons, des institutions fortes, des hommes forts. Un homme fort finit tout. Prenons l'hypothèse, c'est une simple hypothèse, que dans la détermination dont est en train de faire montre, disons, le fait qu'ils abattent, disons, le régime. Ça va se passer comment? Donc, je pense que le meilleur moyen d'asseoir la stabilité, c'est d'assurer effectivement, disons, la démocratie, même de façon progressive. Or là, en quelque sorte, on met carrément, mais de manière ouverte, sans tourner autour du puis on dit, point barre à la démocratie, nous, c'est le régime fort. Mais c'est ce que nous venons de dire, puisque l'homme qui est fort, qui était là, vient de... Donc, ils vont multiplier comme ça, effectivement, disons, des régimes forts. Donc, ça, c'est du point de vue du Tchad lui-même. Ce n'est pas une solution. Mais il y a autre chose. Quand nous voyons, effectivement, disons, la sous-région d'Afrique centrale, la France fait le même chose qui consiste à soutenir des hommes forts. Mais en même temps, nous nous rendons compte qu'il y a une percée de la Chine et de la Russie. Mais qu'est-ce qui va se faire? Mais de la même façon que les régimes autocratiques vont vouloir effectivement, disons, exploiter, disons, la situation, disons, du Tchad en disant, oui, de façon implicite, la France nous soutient dans cette hypothèse, mais les oppositions des différents pays vont faire la même chose. Elles vont aller chercher effectivement les puissances que nous connaissons tous, que je venais de citer, pour eux également, pour ensemble également élaborer des stratégies. Regardons, transposons, disons, cette question dans le Moyen-Orient. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où l'Occident, de façon générale, mais principalement les États-Unis, ont fait le choix de soutenir Israël? Qu'est-ce qui se passe? Mais les autres pays qui ont voulu trouver effectivement des contrepoids sont allés effectivement s'allier à la Russie. Vous voyez? Donc, je pense que, mine de rien, en adoptant cette position, on transpose dans la sous-région, effectivement, une forme, disons, de guerre Est-Ouest, dont on disait qu'elle avait disparu, mais qui va effectivement renaître, pour ne pas dire qu'elle est déjà là. Donc, la Russie, la Chine voulant également percer dans la sous-région, vont, elles également, tenter de se coaliser avec certains mouvements d'opposition pour effectivement mettre, disons, les pouvoirs en place en danger. Donc, d'une façon ou d'une autre, pour répondre effectivement de manière beaucoup plus résumée à votre question, on transpose effectivement, disons, la guerre des éléphants, c'est-à-dire donc des puissances, dans cette sous-région-là, et donc on n'en a pas fini. La position adoptée par la France au Tchad n'est pas une bonne solution. C'est une solution qui va beaucoup plus entraîner l'instabilité dans la sous-région d'Afrique centrale. C'est du déjà vu. Et donc, on disait déjà, je veux dire, dans les analyses, avant même la question du Tchad, que la guerre Est-Ouest est déjà née, disons, en Afrique. Mais là, c'est une confirmation de cette guerre-là. Vous remarquez qu'au même moment où, disons, la France est en train de faire ce qu'elle fait au Tchad, ça bouge pas de l'autre côté. Je veux dire, disons, la Chine et la Russie sont même exclues. Or, depuis lors, elles sont dans la sous-région. Qu'est-ce qu'elle peut penser de cette personne, de ce soutien, effectivement, disons, de la France, disons, d'un coup d'État, d'une monarchie qui ne dit pas son nom? Oui, oui professeur, est-ce que quelqu'un disait, j'ai suivi ça quelque part, le 21e siècle est africain. N'est-ce pas pour ces raisons que l'Occident, on peut bien parler de ces pays, l'Union européenne et autres, s'active pour recoloniser l'Afrique et lui voler évidemment la vedette? Très sincèrement, j'aime pas, moi, disons, les prémices de cette phrase. Je l'ai déjà entendu à plusieurs reprises. J'ai entendu, par exemple, M. Attali le dire. J'ai également entendu, disons, l'intelligence africaine se dire. Les choses ne sont jamais faites d'avance. Les choses ne sont jamais faites d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire que le 21e, disons, siècle sera africain à partir du moment où
l'Afrique ne sait pas. Vous remarquerez avec moi, M. Perrin, que généralement, en Afrique, tout lui tombe du dessus. On a l'impression que l'Afrique elle-même n'est jamais prête. Moi, j'étais jeune enseignant en 85, j'ai débuté d'ailleurs, quand j'ai lu l'ouvrage, disons, de M. Kodjo, de M. Kodjo, disons, et Demain l'Afrique. Et dans cet ouvrage, il faisait un point qui est intéressant. Il disait, par exemple, quel que soit ce que veut l'Afrique, elle n'atteindra jamais ses buts si elle ne dispose pas d'une force armée continentale. Et que même si la situation aujourd'hui semble embryonnaire, il vaut mieux qu'il y ait un début, il vaut mieux que ça commence à se préparer. Et quelque part, il disait, mais enfin, comment peut-on être une puissance sans disposer, disons, d'une force armée? Et donc, moi, quand j'entends, disons, les gens, disons, les analystes, certains analystes, dire que le 21e sera africain, je prends une simple, disons, hypothèse, M. Perrin. Prenons comme ça, disons, un moment où, pour une raison ou une autre, disons, un pays occidental puissant, l'Amérique, ou peut-être même la France, ou bon, n'importe quel pays, a une irruption violente de la nature dans son pays. Pensez-vous qu'ils vont demander des visas pour venir s'installer en Afrique? Je suis sûr que non. Ils n'auront pas besoin de visa, ils vous diront, bah, écoutez, c'est le ventre mou, disons, de l'univers, on va s'installer là-bas. Et puis, ben voilà. Donc, moi, j'entends bien dire que, ben oui, l'Afrique, c'est, disons, la grande puissance, je vais dire, disons, du 21e siècle, ou que le 21e siècle sera africain. Les conditions ne sont pas réunies, ça reste encore incantatoire pour une bonne et simple raison que les potentats que nous avons à la tête de nos États ne pensent qu'à leur petit pouvoir. Monsieur Perrin, regardez, depuis 63 que l'OIA avait été créée. 63. Vous regardez maintenant, est-ce que franchement, du point de vue du panafricanisme, je vais dire, disons, on a beaucoup évolué. Moi, ce que je constate, c'est quoi? C'est que c'est la même chose pour la démocratie. Hein. Vous remarquez que les dirigeants africains savent, de manière, disons, experte, s'approprier un discours. Ils se sont appropriés le discours, disons, sur la démocratie, de la même façon qu'ils s'étaient bien approprié le discours sur le panafricanisme, pour éviter qu'effectivement les oppositions, les critiques leur fassent la remarque, et dans la pratique, ils font totalement le contraire. Je lisais, disons, il y a quelques années, l'ouvrage de M. Vincent, que vous devez connaître, qui disait que, ben oui, effectivement, dans son ouvrage Le Mirage démocratique africain, il disait que les Africains maîtrisent le lexique, disons, démocratique. Et pourquoi ils le maîtrisent? Pour ne pas qu'on leur reproche de ne pas être des démocrates, ils disent que il faut effectivement tenir ce discours en permanence, de telle sorte qu'il ne puisse pas être taclé, et dans la pratique, ils font totalement le contraire. Je dis par exemple ceci, vous avez remarqué, pour le cas du Tchad, comme pratiquement disons dans la plupart des pays africains, vous avez remarqué avec moi, M. Perrin, que le problème sur lequel il y a l'instabilité permanente en Afrique, c'est la question présidentielle. C'est la question des élections qui est effectivement l'appendice de la question présidentielle. Moi, j'ai théorisé depuis bientôt, disons 15 ans, une idée qui est celle, effectivement, de mettre un terme pour faire une trêve à l'institution présidentielle. Pourquoi? Mais parce que le président en Afrique, c'est le poison de l'Afrique. C'est le poison. Toutes les grandes questions, tous les grands problèmes que nous avons en Afrique sont liés à cette institution-là. Par atout, par omission. Par omission, soit parce que le président est là, mais il est incompétent, et donc il n'arrive pas à traiter ces problèmes, ou il est là, mais effectivement, disons, l'action, c'est une action négative. Or, si on n'arrive pas à construire le panafricanisme, la question s'est déjà posée en 63. C'est parce qu'effectivement, il y avait des dirigeants qui voulaient garder leur pouvoir à côté d'un Nkrumah qui théorisait effectivement, disons, le panafricanisme. Donc, ces questions qui datent de 1963 se retrouvent aujourd'hui pratiquement 60 ans après. Donc, je suis en train là de dire que si effectivement, ces dirigeants que nous avons, par définition, un potentat, un autocrate, un dictateur, c'est quelqu'un qui veut garder le pouvoir pour soi. Or, le panafricanisme, c'est tout à fait le contraire. Le panafricanisme, ça veut dire qu'effectivement, on dépasse la zone des présidents qui vont devenir, en quelque sorte, disons, des gouverneurs, ou enfin, comme on le dit souvent dans les relations avec la France, bon, c'est un peu comme des sous-préfets. Ils n'acceptent pas ça. Le mode d'organisation du pouvoir que nous avons en Afrique est totalement opposé à la puissance de l'Afrique. Il y a autre chose que l'on peut dire un peu dans le même sens. Monsieur Perrin, si, je veux dire, nos dirigeants étaient honnêtes, si vraiment ils gagnaient leur élection de façon honnête, pourquoi ne pas effectivement, disons, transmettre la question électorale, disons, à un organe continental? J'explique. Si effectivement, disons, les dirigeants africains sont sûrs qu'ils gagnent leurs élections, ils peuvent dire la meilleure façon de convaincre que nous gagnons les élections, c'est de faire de telle sorte que la société civile africaine participe aux élections. Donc, si au sein de l'Union africaine,
on instituait une assemblée de la société civile africaine et que quand on va, par exemple, organiser des élections au Tchad ou au Congo, on dit une année avant, cette société civile, c'est organisé par les autorités nationales, mais cette société civile africaine est associée au processus. Parce que les observateurs qui disent qu'ils viennent pour, effectivement, disons, assurer, disons, l'attente. Ils ne font rien, nous savons tous. Quand un régime veut tricher, en amont, il a déjà fait tout ce qu'il faut pour gagner les élections, à part les listes électorales, etc. Or, s'il y a effectivement une commission de l'Union africaine, constitue également la société civile africaine, qui participe. Quand on dit société civile africaine, on va dire on va organiser par exemple une élection au Tchad. C'est pas seulement la société civile, disons, tchadienne, mais il y aurait là, disons, des Gabonais, des Congolais, qui seraient effectivement dans ce groupement, qui verront, qui suivront également l'évolution du processus électoral. Ce qui veut dire que quand un président a gagné, c'est la société africaine et la société civile africaine qui va le soutenir pour dire non, 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 non. Parce que je sais que le pouvoir en place n'a pas le monopole de la mauvaise foi. Il y a également des opposants qui sont de mauvaise foi. Donc, ça permettait effectivement aux présidents africains qui ont gagné d'être défendus par la société civile africaine. Donc, vous voyez quand même que dans cette affaire, on baigne dans une parfaite hypocrisie. Et ce qui est en train de se passer et qui nous allons le voir dans les temps qui vont venir, qui vont également se multiplier au Tchad, ne participe pas au 21e siècle qui sera le siècle de l'Afrique. C'est tout à fait la marche contraire qu'on est en train de faire. Nous sommes donc dans les hypothèses. Alors, est-ce qu'on peut imaginer ce qui adviendra si jamais le FACT marchait sur N'Djamena, puisqu'ils ont promis de le faire? Prenons l'hypothèse où l'analyse que je viens de faire est vraie. C'est-à-dire que derrière le FACT, il y a effectivement, disons, cette guerre Est-Ouest qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une puissance qui est derrière, disons, ce front-là. C'est pas impossible. Mais je vais également dire ceci, M. Perrin. Ce que je pense, moi, je suis en train de penser depuis, disons, les premiers jours. Vous savez que c'est des stratèges. Moi, je pense que, parce que j'étais en train de dire que c'est tous ceux que, disons, Idriss Déby de son vivant a laminé qui se sont retrouvés. Or, parmi ceux-là, il y a des anciens premiers ministres, il y a des anciens ministres de la Défense. Donc, ils connaissent bien le territoire. Ils connaissent bien Déby. Ils pouvaient d'ailleurs, disons, dans la connaissance qu'ils avaient de sa psychologie, se dire que si nous faisons ceci, voilà ce qui va se passer. Nous avons dit premièrement que les conditions de sa mort restent quelque peu obscures. Donc, ça peut être une lutte intérieure. Nous avons également dit qu'il y a eu effectivement une rébellion armée. Cette rébellion armée, c'est pas vraiment c'est une rébellion armée. Moi, j'ai tendance à penser que quand ils disent dans 48 heures, ça veut dire qu'ils sont déjà là. Ça veut dire qu'ils sont déjà là. Donc, comment allez-vous faire une guerre où, effectivement, dans cette guerre, il y a des anciens dignitaires du pouvoir qui ont également, disons, leur relais au sein du régime et disons, dans la capitale même. Voyez, si c'est vrai ce qu'ils ont dit, moi, je serais tenté de dire, M. Perrin, qu'ils sont là et qu'ils attendent, effectivement, le moment venu pour, effectivement, faire éclater le pays. Ce n'est pas impossible. Parce que si c'est, disons, ils lancent, disons, ils disent d'avance que nous pouvons être. Ben, moi, je ne les pense pas, disons, imbécile pour, disons, de façon ouverte, dire que c'est. Non, ça veut dire qu'ils sont déjà là. Et donc, moi, je persiste à dire que le choix fait par la France, même si, dans mon discours, hein, disons, la France essaie effectivement, disons, de nuancer en disant qu'il faut qu'on arrive effectivement, disons, à la concorde, disons, à entendre tout le monde et tout, non. Ça, je suis sûr que c'est uniquement la bonne parole. À partir du moment où il accepte que, disons, le pouvoir, disons, l'ensemble du pouvoir se retrouve entre les mains d'un même individu, à partir du moment où ils acceptent qu'effectivement toutes les institutions démocratiques puissent être effectivement dissoutes, c'est une situation dangereuse, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas le choix à d'autres. Ça peut arriver, donc on va tous regarder. Moi, je pense que c'est un mauvais choix qu'ils ont eu à faire et je ne suis pas le seul à le constater puisque j'étais en train de regarder un confrère, disant l'IRIS, Monsieur Roland Marsal, qui était en train de dire que la France est en train de faire, disons, un mauvais choix, effectivement, en acceptant le fait accompli du pouvoir militaire, c'est-à-dire en acceptant le coup d'État. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pas le bon choix. Ils auraient pu profiter de l'occasion pour dire si, effectivement, la France, d'ailleurs, elle est sur le terrain, c'est-à-dire donc elle a les moyens, effectivement, de mater la rébellion. Elle aurait pu dire, bon, écoutez, non. On ouvre effectivement la voie pour un débat national et sous notre contrôle. Vous voyez, ça c'est également, disons, une option. Ils auraient pu dire, bah, écoutez, nous sommes là, nous sommes effectivement pour l'intérêt du Tchad, eh bien, ouvrez le débat démocratique et on la suite trouver effectivement un régime en respectant effectivement les institutions. Or,
non seulement à ce moment-là, ils opposent, ils enracinent donc l'opposition entre, je vais dire, le pouvoir Déby, qui était un pouvoir autocratique, disons-le clairement, et les oppositions. Parce que là, les oppositions sont en train de se radicaliser. Mais en même temps, ils donnent un mauvais exemple dans la sous-région qui est déjà un nid à dictateurs. Ce n'est pas le bon choix, à mon avis. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre émission. Probablement une préoccupation. Donc la question n'a pas été posée. C'est l'occasion. Vous avez quelques secondes pour le faire. Monsieur Poulain, une fois de plus, je pense que les Africains, la société civile africaine, je dis bien africaine, devrait effectivement, à l'occasion de ce cas, disons, du Tchad, qui n'est pas seulement un cas pour le Tchad, mais pour toute l'Afrique, se dire que nous avons intérêt, c'est-à-dire les Africains ont intérêt pour une fois avoir effectivement, disons, une vision globale des problèmes qui se posent. Au fond, quand vous regardez ce qui se passe au Tchad, j'étais en train de dire, le Tchad est en train de vivre son 18 mars 1977, je ne détaille pas plus ce que j'ai déjà dit, mais on peut trouver ces exemples un peu partout. La RDC a vécu en quelque sorte son 18 mars 1977 en 2001. Mais on peut élargir. Et donc, de ce point de vue, je pense que l'intérêt de la société civile aujourd'hui, par exemple, puisque la France entérine cette situation grave, c'est de peser, c'est de parler, c'est d'écrire, c'est de marcher pour dire, Monsieur Macron, que j'aime bien, c'est pas un bon choix que vous avez fait. Que celui qui consiste effectivement, disons, à valider un coup d'État, à valider la destitution des institutions démocratiques. Parce que ce que vous avez fait, c'est les premiers, disons, qui vont se frotter les mains, c'est les autocrates africains en disant, oui, la France peut comprendre que l'on puisse effectivement dissoudre les institutions démocratiques comme ça par un seul individu, par un groupe d'individus, et effectivement, en quelque sorte, donc, pérenniser les dictatures. Donc, de ce point de vue, si je peux dire un mot à l'endroit des Africains, c'est de dire, ils doivent manifester pour dire non à la validation des dictatures, non à la validation, disons, des coups d'État en Afrique. Parce que le cas, disons, de la percée de la rébellion, disons, des terroristes, parce que quand la France dit au nom de la stabilité, bon, elle pense d'abord aux terroristes. En l'occurrence, ce ne sont pas les terroristes. Ce sont bel et bien, disons, c'est bel et bien l'opposition armée. Donc, sur une question qui concerne l'opposition armée, c'est-à-dire dans une question des nationaux, on ne peut pas valider un coup d'État. Donc, je veux dire, autant on disait que, ben oui, la France n'intervient plus ouvertement et donc ne valide pas. Autant aujourd'hui, ce choix fait par le pouvoir français, c'est un choix négatif, c'est un mauvais exemple pour l'Afrique. Et donc, mon message, c'est celui-là. Il faut que les Africains parlent, manifeste pour dire qu'on ne peut pas valider le coup d'État dans un pays et que la stabilité n'est pas au-dessus de la démocratie et du droit. Voilà, quelqu'un me disait, cette validation, le fait d'avoir entériné ce qui se passe au Tchad, c'est une manière d'ouvrir la voie au désordre en Afrique et aux rébellions armées. Vous êtes d'avis? Tout à fait. Merci, professeur, d'avoir répondu à nos questions. Nous vous recontacterons toutes les fois que besoin sera. Nos portes restent ouvertes. Et à vous, chers internautes, vous avez été vraiment aimables. Restez donc branchés sur votre canal d'information TLR TV. Et comme d'habitude, on se retrouve très prochainement. Merci. Merci, M. Perrin. Je vous en prie.